Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes très heureux évidemment de vous retrouver une fois de plus dans une nouvelle aventure à la découverte des secrets de Dumbledore. Vous le savez, nous avons fait le choix de vous décrypter de la manière la plus précise possible tout ce que nous pensons avoir capté à l'occasion de nos multiples visionnages de ce troisième opus tant attendu et riche évidemment en émotions, vous vous en doutez. Aujourd'hui, nous allons plonger une fois de plus, nous direz-vous, dans l'histoire de la famille Dumbledore et dans les mystères que cette dernière renferme. Nous n'allons pas revenir aujourd'hui sur l'histoire d'Aurelius Dumbledore, nous avons déjà réalisé une vidéo sur cette question et vous pouvez d'ailleurs y retrouver toutes les informations, décryptages et autres informations nécessaires à votre parfaite compréhension de l'intrigue si la généalogie des Dumbledore n'est pas une spécialité et Dieu sait que l'on vous comprend. On pose d'ailleurs 2 ou 3 petites questions également qui mériteraient que l'on dispose de quelques informations supplémentaires sur le sujet, mais bref, on en reste là. Vous pouvez la retrouver évidemment dans notre playlist spécifiquement consacrée à la question des secrets de Dumbledore. Non, aujourd'hui on va se pencher sur un point de l'intrigue qui a souvent été très mal comprise par les fans. On le sait, la communauté des fans du Wizarding World se trouve être pour le coup particulièrement pointilleuse sur de très nombreux points de détail et la problématique c'est que souvent certains fans voient des incohérences partout et se veulent souvent plus royalistes que le roi lui-même. Cela tient également au fait que beaucoup de fans ne sont pas forcément des lecteurs des œuvres de J.K. Rowling mais bel et bien des spectateurs, ce qui peut expliquer parfois certaines incompréhensions, certaines difficultés ou encore certaines intrigues qui n'ont jamais été traitées par les adaptations cinématographiques, en l'occurrence des livres. Vous l'aurez compris, nous allons donc revenir sur toutes les informations relatives à la relation qu'entretiennent en tant que frères Albus et Aberforth Dumbledore. Ce sujet n'est pas nouveau, on sait qu'il a occupé une part non négligeable, on va se le dire, dans le roman de Harry Potter et les reliques de la mort, dont l'adaptation au cinéma a d'ailleurs mis un accent, un brin peut-être différent, de la version des livres, on s'en souvient. Les relations entre les deux frères n'ont jamais été, vous le savez, au beau fixe. Elles ont toujours été empreintes évidemment d'une histoire familiale complexe, destructrice et particulièrement difficile à surmonter pour deux jeunes hommes qui ne se sont jamais véritablement compris. L'histoire de Dumbledore, vous le savez, c'est une histoire marquée par la mort, par la violence, par le secret et par les remords. Une histoire bien peu reluisante s'il en est, qui trouve ses racines dans les événements survenus à Terranland à l'encontre d'Ariana Dumbledore qui ont entraîné, vous le savez, l'arrestation puis la mort de Perceval Dumbledore à Azkaban et ensuite la mort de Kendra Dumbledore, laissant ainsi Albus et Aberforth en charge de leur plus jeune sœur Ariana dans un contexte où leur jeune âge ne les avait évidemment absolument pas du tout préparés à cette charge familiale en plus du deuil qu'ils devaient traverser, mais également on découvre dans les secrets de Dumbledore d'une vie de jeunes hommes assez classique avec leurs amours, leurs peines, leurs joies et leurs drames, bref, le principe d'une vie de jeune, mais tout ça évidemment rendait les choses beaucoup plus compliquées. Depuis l'enfance et même la petite enfance, on sait que les deux frères Dumbledore n'ont pas toujours été ni sur la même longueur d'onde, ni sur la même destinée. À cela, rien d'étonnant. Être un Dumbledore ne confère pas, contrairement à ce que l'on pourrait penser, un passeport pour la réussite et les hautes sphères de l'intelligentsia du monde magique. La famille Dumbledore est une famille que l'on dit être certes puissante dans le monde magique. Il est vrai qu'il y a la question du phénix, des armoiries qui inscrivent les Dumbledore dans une généalogie probablement prestigieuse, mais comme dans toute famille, chaque enfant peut avoir sa propre manière de voir les choses, sa propre manière de voir la vie, ses propres objectifs, ses propres capacités, ses propres limites aussi. Un enfant ne ressemble jamais à un autre, même s'il est de la même fratrie. C'est toute la difficulté en réalité pour les parents de savoir s'adapter à chacun des enfants, mais parfois la réussite extraordinaire de l'un peut engendrer aussi chez l'autre, on le sait, des sentiments pour le moins difficiles à accepter. Dans le cas de la famille Dumbledore, on sait qu'Albus Dumbledore va dès le début de sa vie faire des étincelles. C'est un enfant extrêmement intelligent, attentif aux autres, qui a la capacité de briller en société et d'épater ses professeurs. On parlera même de lui comme de l'un des meilleurs élèves de Poudlard depuis Merlin lui-même. Il maîtrise une forme de magie très puissante, différente des autres élèves, beaucoup plus, entre guillemets, on va dire, poussée vers les hautes sphères, finalement, de cette intelligence et de cette compréhension si particulière du monde de la magie qu'il peut avoir même en étant jeune. Aberforth, à côté d'Albus Dumbledore, lui fait un peu pâle figure en réalité. Il est un enfant tout à fait différent, ce qui ne veut pas dire, attention, moins intéressant. Là où Albus semble embrasser très rapidement son histoire et un chemin académique très prometteur, pour rester mesuré dans nos propos, Aberforth, quant à lui, a une personnalité tout à fait différente. C'est un enfant beaucoup plus sensible, beaucoup plus touché par les drames de la vie des Dumbledore. Il est plus affectif, davantage à l'écoute des autres membres de sa famille. Il est aussi moins brillant d'un point de vue académique. C'est un enfant qui est qualifié d'ailleurs d'enfant timide, un peu empoté, qui souffre aussi du regard des autres et de la comparaison avec son aîné. Il faut se souvenir que l'arrivée d'ailleurs des frères Dumbledore à Poudlard n'est pas de tout repos car il doit faire face aux conséquences de l'attaque de Perceval Dumbledore sur des moldus. Albus Dumbledore, lui, s'en fiche éperdument. Il connaît la vérité et au final, ça lui suffit et il fait avec. Aberforth Dumbledore est lui dans une autre logique. Il encaisse les coups, mais il ne les rend pas et en fait, il ne
ne les digère pas. Si Poudlard est un lieu d'épanouissement pour Albus Dumbledore, ce n'est absolument pas le cas pour son jeune frère Aberforth, qui lui préfère la compagnie de sa mère et d'Ariana à celle des autres élèves. Compte tenu du chemin entrepris par Albus, il est là aussi possible que ce dernier n'ait pas pris le temps nécessaire de s'occuper de son frère cadet. Il l'a probablement délaissé à Poudlard pour continuer sa longue marche académique vers le prestige. Cette période où les deux jeunes Dumbledore se retrouvent à Poudlard n'est absolument pas l'alpha et l'oméga de leur relation, bien évidemment. Elles ont débuté bien avant et elles ont continué bien après. Mais quelque part, on peut faire l'hypothèse qu'en effet, elles ont fini de sanctuariser une sorte de cassure, ou tout du moins de brèche dans la fratrie, alors qu'elles auraient dû être finalement des années où les Dumbledore auraient pu être plus liés que jamais face aux événements dont la famille était victime. Loin de nous l'idée d'ailleurs à ce propos de faire peser une responsabilité trop forte sur le jeune Albus Dumbledore qui était un enfant ou un adolescent. Et finalement, il ne s'est peut-être même pas rendu compte véritablement du fossé qui se creusait petit à petit entre lui et son frère. Ça peut sembler être une évidence. En grandissant, la relation entre les deux frères va continuer à s'écarteler en se heurtant aux épreuves de la vie, jusqu'à ce fameux été 1899 où Kendra Dumbledore va succomber suite à une éruption incontrôlée de l'Obscurus d'Ariana et donc de toute sa puissance. Et cet été-là va venir évidemment, vous le savez, tout changer. Albus Dumbledore, qui venait de terminer son parcours à Poudlard, s'apprêtait à partir finalement en Europe à la découverte de nouveaux mystères, de nouveaux enseignements et de nouveaux secrets du monde magique qu'il avait encore à découvrir. Aberforth, quant à lui, n'avait pas tout à fait terminé sa scolarité. Pourtant, la mort de Kendra va obliger chacun des deux frères à revoir complètement leur copie, leur projet et finalement aussi le sens de leur existence. Albus, naturellement il est l'aîné, est obligé de tout stopper, tout à faire cessante. Il doit endosser le rôle de chef de famille, de chef de clan à un âge bien trop jeune et ne sait absolument pas comment s'y prendre. Les relations humaines ne semblent pas toujours être le point fort en effet d'Albus Dumbledore. Il est un peu à l'image d'ailleurs d'Hermione Granger dans Harry Potter, très performant sur de nombreux sujets académiques, mais un peu moins sur ce qui concerne le monde réel et finalement cette approche entre guillemets des relations humaines et des relations sociales. En l'occurrence, on croit comprendre qu'il ne sait aucunement comment faire pour endosser un rôle qui demeure une vaste terra incognita. Comment devenir un chef de famille à tout juste 18 ou 19 ans, c'est un vrai point de questionnement. D'autant que la gestion d'Ariana et donc de son Obscurus aurait appelé à des soins vraiment beaucoup plus particuliers et probablement même à un isolement, ce qui aurait été la pire des situations évidemment pour cette pauvre Ariana. Mais Albus ne savait pas véritablement comment la calmer, comment la rassurer et surtout comment la sauver. Il se retrouvait face à un problème que même sa mère ou son père n'avaient pas su résoudre en leur temps. Ce qui touche à la famille ne répond pas toujours aux mêmes problématiques que la résolution d'une problématique extérieure comme Albus Dumbledore a eu à en croiser dans toute son histoire, y compris pendant la première et la seconde guerre des sorciers. Lorsque l'on est concerné personnellement par une problématique, les choses se révèlent souvent beaucoup plus compliquées à résoudre. Vis-à-vis d'Aberforth Dumbledore, il sent bien qu'il n'est pas véritablement d'un grand secours et qu'ils ne sont pas d'un grand secours d'ailleurs l'un vis-à-vis de l'autre. La cassure était déjà peut-être trop profonde ou plutôt trop saillante. On peut faire cette hypothèse pour être réparable. Aberforth, qui tenait beaucoup au moment passé en compagnie de sa mère et d'Ariana, se retrouve en fait être le seul à pouvoir éventuellement tenter d'apaiser sa jeune sœur et encore c'est véritablement tout juste. De cette période qui durera 2 mois, on savait quelques petites choses depuis le 7e tome de Harry Potter, même si les informations demeuraient pour le moins parcellaires et franchement peu vérifiables la majorité du temps. Les secrets de Dumbledore viennent compléter et modifier d'ailleurs utilement certains pans entiers de vie et mensonges d'Albus Dumbledore. La biographie, vous le savez, à scandale publiée par Rita Skeeter très peu de temps après la mort du directeur de Poudlard. Alors là, on fait juste une toute petite parenthèse car de nombreux fans nous ont fait et font la réflexion finalement que les secrets de Dumbledore contredisent justement des passages entiers du livre de Rita Skeeter. Rappelons que Rita Skeeter est la reine pour déclencher des scandales dans tous les sens. Elle a l'habitude d'inventer toutes sortes d'informations dont la véracité se trouve être la plupart du temps inexistante. C'est sa marque de fabrique. Elle fonctionne comme cela en permanence. J.K. Rowling elle-même explique d'ailleurs que bien que notre camarade Skeeter écrit dans ses livres est en réalité finalement souvent un tissu de mensonges puisqu'elle fixe entre guillemets, on va dire la répartition à environ un tiers d'informations vraies pour 2 tiers d'informations fausses. On n'aura jamais de cesse de le rappeler. Mais force est de constater que cette répartition se trouve à peu près respectée dans les secrets de Dumbledore. Rita Skeeter, et nous l'avons toujours dit sur cette chaîne, n'a pas été entre guillemets conçue comme étant une source de crédibilité. Ce n'est pas une journaliste entre guillemets crédible et donc tout ce qu'elle peut avancer doit évidemment être regardé avec de sacrées pincettes. Ce 3e opus des Animaux Fantastiques vient donc nous apporter des éclairages. On savait déjà qu'Albus avait durant cet été entretenu une relation plus ou moins amoureuse, tout du moins à géométrie très variable avec Grindelwald, et qu'ils avaient surtout noué une relation philosophico-politique visant à prendre le contrôle du monde des sorciers et du monde des moldus. Mais aussi sur la question évidemment des reliques de la mort, même si l'on sait que là aussi des différends importants se sont fait jour entre les deux comparses. On savait
savait, et ce ne fut pas démenti, que cette relation malsaine avec Grindelwald avait débouché sur un abandon quasiment, en tout cas un abandon du foyer familial et en réalité de la famille au profit d'une ambition encore bien mal placée de la part d'Albus. On s'imaginait dès lors un Aberforth Dumbledore essolé auprès de sa jeune sœur et tentant tant bien que mal de contenir les effets néfastes de l'Obscurus pour protéger Ariana et l'entourer de tout l'amour possible. Ce que nous avions loupé et qui avait également été loupé par Rita Skeeter, c'est qu'Aberforth Dumbledore lui aussi avait à cette époque-là une vie en dehors de la maison familiale de Godric Solo. Il fait cet été-là, ou avant d'ailleurs, on ne sait pas exactement, la rencontre d'une jeune fille, possiblement moldue, c'est notre théorie en tout cas, et de cette relation on sait que va naître un enfant, en l'occurrence Aurelius. Aberforth Dumbledore, même si nous ne remettons absolument en aucun cas en cause l'implication qui fut celle d'ailleurs saluée par son propre frère auprès d'Ariana Dumbledore, on peut imaginer effectivement qu'il faut quand même reconnaître qu'il n'était pas non plus apparemment d'une présence de chaque instant aux côtés de sa sœur, ce qui pose d'ailleurs un certain nombre de questions, mais nous allons passer évidemment là-dessus. Autre élément qui cette fois-ci nous est raconté directement par Albus Dumbledore, c'est évidemment le jour funeste de la mort d'Ariana. Dans la version fournie par Rita Skeeter, on assiste à une scène où Aberforth confronte son frère au fait qu'il abandonne sa famille face à Grindelwald, puis Aberforth s'en serait pris en fait à Grindelwald en l'attaquant, ce à quoi ce dernier aurait répliqué par le sortilège de Loris, ce qui aurait amené Dumbledore à intervenir. Ensuite, une bataille entre les trois serait intervenue et un sortilège aurait atteint Ariana Dumbledore sans pouvoir évidemment dire exactement qui l'avait lancé à ce moment-là. Les secrets de Dumbledore modifient quand même substantiellement, mais au final assez logiquement, cette version de l'histoire. Et c'est Albus Dumbledore lui-même d'ailleurs qui va en faire le récit à la tête de sanglier. Alors attention, rien ne vient dire si c'est la version vérifiée à 2000%, mais disons qu'elle est quand même nécessairement plus proche de la réalité que celle de Rita Skeeter, qui par définition n'était évidemment pas présente à ce moment-là et n'a pu avoir que des bribes d'informations qui avaient été racontées par Gellert Grindelwald à sa tante Bathilda Tournesac. L'histoire que livre Albus Dumbledore des événements survenus ce jour-là nous semble donc franchement nettement plus crédible et en fait un petit peu plus logique. On sait qu'une dispute aurait éclaté ce jour-là, mais ce n'est pas une bataille entre guillemets à trois qui va surtout s'engager, mais bel et bien un duel a priori entre Albus d'un côté et Aberforth de l'autre, ce qui est déjà quelque chose d'assez différent. Albus se contente de noter que Grindelwald restait là à rire en observant justement cette scène, preuve s'il en était besoin d'ailleurs qu'il s'agit bien d'un véritable pervers narcissique qui laisse Albus Dumbledore se battre à sa place, et ça là-dessus c'est quand même assez extraordinaire. Grindelwald a priori n'intervient pas, et ça nous semble en fait en réalité assez logique dans la mesure où lui et Albus ont déjà établi à ce moment-là le pacte de sang, ou plutôt Grindelwald l'a établi au détriment d'Albus Dumbledore. Il ne pouvait donc pas y avoir logiquement de duel à trois, ou en tout cas effectivement on ne pouvait pas imaginer qu'il y ait déjà un affrontement entre Albus Dumbledore et Gellert Grindelwald. Dans le cadre de ce duel fratricide, digne des plus grandes tragédies grecques, un sortilège va toucher Ariana et aucun des deux frères ne se trouve à être en capacité de dire qui l'a lancé véritablement en premier. Cet événement agit évidemment, vous vous en doutez, comme un électrochoc et Grindelwald va quitter très rapidement ensuite Godric Solo. Ariana, elle, est morte et les deux frères se retrouvent donc seuls. En quelques années, la jolie famille de 5 personnes a déjà connu 3 morts et ils ont tué leur plus jeune sœur et on peut imaginer évidemment que les choses sont relativement gaies. Alors, après il faut quand même se rappeler qu'Aberforth Dumbledore dans Harry Potter et les reliques de la mort confirme plus ou moins la version de Skeeter en la modifiant à la marge lui aussi, mais fait bel et bien état d'un duel à 3. Il est possible cependant de faire coïncider, certes un petit peu difficilement les deux versions, en pensant que Dumbledore affirme qu'à ce moment-là de la bataille, le sortilège qui a tué Ariana a bel et bien été lancé par un ou l'autre des Dumbledore et non Gellert Grindelwald. Il est possible aussi que Steve Kloves, avec ses éternelles bonnes idées, ou plutôt mauvaises idées de simplification, ait tout bonnement commis une erreur dans la dernière version du script. Cela reste évidemment à déterminer. Les deux visions sont conciliables, il n'y a pas de difficulté là-dessus, mais il faut quand même un petit peu l'expliquer. Partant de ce constat, comment est-il possible de toute façon de se remettre d'un tel événement? Il est absolument impensable, mais alors totalement impensable, que les deux frères reprennent du jour au lendemain le cours de leur vie comme si de rien n'était. Leurs relations seront forcément profondément marquées par cette tragédie. C'est une évidence. Penser le contraire indiquerait à tout le moins une méconnaissance de ce que le deuil peut représenter véritablement au sein même d'une famille. Alors ensuite, il est vrai que dans la saga Harry Potter, on ne sait rien ou presque des relations entretenues par Albus Dumbledore avec son frère. Il faut d'ailleurs reconnaître que l'apparition d'Aberforth dans Harry Potter se fait très tardivement puisque nous ne faisons sa connaissance réellement que dans les reliques de la mort. Difficile donc pour les fans de juger des relations entretenues par les deux frères. Albus n'aborde jamais le sujet et Aberforth l'aborde sous un angle évidemment très particulier. Du coup, on a été un peu plongé finalement dans un océan de perplexité quand on a découvert que nombre de fans appelaient à l'incohérence, à l'horreur et au fait qu'on aurait dénaturé la relation de Albus et Aberforth Dumbledore dans Harry Potter. Celle-là, il fallait quand même, on vous l'avoue, aller la chercher plutôt assez loin, ou plutôt se contenter en fait juste de vouloir critiquer le film sans se poser véritablement d'autres questions. Nous en venons donc à la seconde partie de notre raisonnement
évidemment dans cette vidéo, qui est de rétablir en fait la vérité sur ces relations en analysant et en tentant de décrypter de la manière la plus factuelle possible ce qu'il se passe des secrets de Dumbledore jusqu'à Harry Potter et les reliques de la mort. Tout d'abord, et ça va mieux quand même en le rappelant, il faut rappeler que nous avons entre les événements des secrets de Dumbledore et les événements des reliques de la mort 66 années. C'est long 66 ans. En effet, il faut quand même se rappeler que effectivement la bataille de Poudlard se déroule en 1998 et la bataille entre guillemets qui se déroule dans les secrets de Dumbledore se déroule finalement en 1932. Donc on peut quand même imaginer qu'effectivement en 66 ans, il peut se passer beaucoup de choses dans cet intervalle et c'est déjà en soi en fait le premier élément à prendre en considération. On peut considérer de manière tout à fait légitime qu'en 66 années, une personne va évoluer, va se transformer, changer de vision sur certains événements, puis parfois en plus, quand la vie devient un peu plus longue qu'on ne l'avait prévu, les rancœurs accumulées pendant toute une vie n'auront de cesse finalement d'habiter certaines personnes et donc évidemment, vous vous en doutez, de ressortir peut-être parfois de manière évidemment très maladroite. Comparer un Albus et un Aberforth Dumbledore de 1932 en transposant leur méthode et leur manière de penser au Albus et à Aberforth de 1998 n'a donc absolument aucun sens en réalité. La vie, aussi longue soit-elle, continue de faire évoluer chaque individu jusqu'à la toute fin et en l'occurrence on sait que chacun d'entre eux dépassera quand même allègrement le siècle d'existence. L'intrigue des secrets de Dumbledore durant environ 3 ou 4 jours, ça donne quand même assez peu d'éléments pour juger d'une relation de plus d'un siècle. Autre reproche souvent fait dans cette histoire, c'est le personnage d'Aberforth Dumbledore, interprété de manière, nous on a trouvé en tout cas extrêmement sensible, par Richard Coyle dans Les Secrets de Dumbledore. Il ne ressemblerait pas au personnage décrit dans le livre de Rita Skeeter où ce dernier est censé être en fait un amateur de chèvres, ce serait presque à deux doigts de le qualifier entre guillemets de zoophile, qui sera déféré à un moment ou un autre d'ailleurs de son histoire devant le Machine Maggot pour on ne sait trop quoi, et on en reste un petit peu là. Aberforth Dumbledore est donc toujours montré comme un personnage étant pour le coup extrêmement rustre, limite simplé, tout du moins c'est vraiment le personnage que nous vend Rita Skeeter, c'est-à-dire un espèce de fou qui aime jouer avec des chèvres et on veut pas en savoir plus. Encore une fois, Rita Skeeter, on le rappelle, n'est pas une source, comment dire, fiable. Et c'est le moins que l'on puisse dire. De nombreux fans notent la difficulté de réconcilier les deux personnages, car dans les secrets de Dumbledore, Aberforth Dumbledore n'apparaît en effet pas du tout comme étant simplé et dénué de toute intelligence, et encore moins un amateur de jeu avec des chèvres. Pourtant, Aberforth est un personnage que l'on découvre dans les reliques de la mort, et qui est bien loin de cette image. Oui, Aberforth, effectivement, est un peu rustre. Il est franchement même assez glacial en permanence, totalement nonchalant, et surtout particulièrement en réalité écossais dans le caractère. Les aficionados comprendront évidemment de quoi nous parlons et nous précisons que nous adorons l'Écosse et les Écossais, mais on ne peut pas dire qu'effectivement qu'ils aient un tempérament des plus simples. Aberforth Dumbledore n'est pas quelqu'un de très loquace et c'est un trait de caractère que l'on retrouve d'ailleurs aussi bien dans les secrets de Dumbledore que dans les reliques de la mort. Alors oui, à l'époque des secrets de Dumbledore, Albus et Aberforth se parlent vraisemblablement de manière régulière. Albus tente de faire des pas vers son frère, mais Aberforth est comme dans une forme en fait un peu de coquille, d'où il serait en tout cas très difficile d'aller le déloger. On voit Albus faire quelques tentatives pour parler d'Ariana, mais il se heurte à chaque fois à un mur. Les deux frères se voient, s'entretiennent entre eux, mais ne se parlent pas véritablement. On sent un véritable blocage. Aberforth ne veut pas parler de lui, ne veut pas parler de sa vie, comme il refuse d'ailleurs d'évoquer les messages sur le miroir avec son frère aîné dans un premier temps, jusqu'à ce que ce dernier provoque entre guillemets la discussion après la bataille de Berlin. On ne peut pas véritablement parler d'une belle et grande relation de confiance et d'amitié fraternelle. Là-dessus, ça semble quand même assez évident qu'on sent qu'il y a un certain nombre de nœuds dans leur relation. Il faut que Dumbledore d'ailleurs pousse Aberforth à venir au bout de temps pour s'occuper de son fils, pour que ce dernier sorte un brin de sa réserve, une réserve que l'on imagine douloureuse, bien évidemment, là-dessus nous n'avons absolument aucun doute, mais le fait est quand même qu'Aberforth Dumbledore est un homme qui ne montre absolument pas ses sentiments et demeure pour le moins franchement pas très communicatif. Il y a donc franchement un câble gigantesque entre cette relation complexe qu'entretiennent les deux frères et la relation un peu bras dessus bras dessous que beaucoup de fans idéalisent dans les secrets de Dumbledore, car on en est d'ailleurs vraiment très loin. Il n'y a qu'à se rappeler d'ailleurs et à se remémorer la scène où effectivement Aberforth Dumbledore récupère Aurelius sur les marches de ce temple entre guillemets au boutant, où on voit qu'il fait un signe de tête à son frère sans un mot, sans rien de plus. Bon, ça reste quand même un sentiment finalement assez froid, on voit pas on va dire une très grande cohésion derrière. Alors ensuite vient la question évidemment des ressentiments qu'entretient Aberforth vis-à-vis d'Albus Dumbledore dans la saga romanesque qu'est Harry Potter. Et évidemment
surtout dans le dernier tome, Les Reliques de la Mort. Là aussi, ne faisons pas semblant en réalité de ne pas comprendre. Cela ne serait franchement pas très honnête. La douleur de la mort d'Ariana Dumbledore était déjà quelque chose de franchement impossible à surmonter en soi. Impossible d'aller quelque part plus loin en matière de deuil, de culpabilité et donc de ressentiment que ce qu'ont vécu les frères Dumbledore. Aberforth ne réussira jamais à passer au-dessus des rêves de gloire qui ont coûté sa vie à Ariana Dumbledore. Il fera toujours ce reproche à Albus, même si au fond on peut imaginer quand même que ce reproche est peut-être un petit peu facile, même s'il y a une part de vérité, on le conçoit. Mais de son côté, Albus Dumbledore, d'ailleurs il le dit lui-même, s'en sera toujours voulu de ne pas avoir été à la hauteur, de ne pas avoir été davantage présent et surtout de ne pas avoir su, on va dire, être dans son rôle de chef de famille. Il le dit à plusieurs reprises lui-même. Les remords sont donc nombreux et encore une fois les ressentiments sont de rigueur dans cette espèce de fratrie qui reste et où on voit bien que les choses entre guillemets ont du mal finalement à se dénuer et où les caractères en plus sont totalement différents parce que là aussi il y a une véritable problématique de caractère entre Albus et Aberforth Dumbledore qui ne se ressemblent absolument pas. Bref, il n'y a en la matière absolument aucune incohérence. Alors après on pourra toujours nous dire que la question d'Aurelius n'est absolument pas abordée dans Harry Potter et que c'est une faute incommensurable. En réalité, de notre côté, on trouve au contraire cette absence finalement pleine de pudeur. Cette histoire n'était ni celle d'Albus Dumbledore, en tout cas pas tout à fait la sienne, ni celle de Harry Potter. C'était l'histoire d'Aberforth Dumbledore. Une histoire là aussi horrible dont il ne souhaitait peut-être pas faire état, d'autant plus que dans le contexte dans lequel nous le rencontrons dans la tête de sanglier au moment de Harry Potter et les reliques de la mort, ce n'était franchement pas du tout le moment d'évoquer la question du ah oui au fait j'ai eu un fils il y a 70 ans et puis il est mort et en fait je suis triste. Ouais bon ça rentrait pas tellement véritablement dans le scénario. La question qui se posait véritablement c'était surtout celle d'Ariana. Pourquoi? Parce qu'elle était au centre de cette histoire à trois entre Harry, Albus et Aberforth Dumbledore. Elle ne l'était pas évidemment pour Aurelius. On peut aussi d'ailleurs imaginer pourquoi pas que la relation entretenue par Aberforth vis-à-vis d'Aurelius, surtout dans le contexte d'ailleurs de mort imminente que l'on voit au moment des secrets de Dumbledore, sera une des périodes forcément les plus difficiles de sa vie qui le ramènera à la fuite de sa jeune compagne, au décès de cette dernière, au fait qu'il pensait avoir perdu cet enfant et qu'il le retrouve et que finalement il ne peut même pas en profiter. Enfin, concrètement, on serait dans le monde des moldus, ça nécessiterait quelques séances de psychiatre, va véritablement sans dire tellement on peut dire que le contexte est véritablement lourd. Donc comment est-ce qu'on pourrait imaginer finalement un Aberforth différent de celui que nous avons découvert dans les reliques de la mort? C'est absolument impossible, il faut bien le comprendre et ne pas y voir quelque chose relevant des incohérences ou autres. On peut aussi imaginer éventuellement qu'Aberforth reprochera peut-être aussi un peu, pourquoi pas, à Dumbledore de ne pas l'avoir prévenu avant, de ne pas lui avoir dit ce qui allait se passer au sujet d'Aurelius, la manière dont les choses allaient évoluer autour de lui. Bref, on peut faire des dizaines de suppositions, mais il demeure quand même un véritable mystère là-dessus, en attente évidemment de quelques commentaires, un jour peut-être, on l'espère en tout cas, de J.K. Rowling sur ce sujet-là, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est très intéressant et on adore d'ailleurs quand elle nous raconte des histoires au sujet de la famille Dumbledore. L'histoire de la famille Dumbledore, elle est difficile, elle est horrible, elle est particulièrement violente. Des drames pareils laissent nécessairement toujours une marque absolument indélébile sur les survivants. Cela fut le cas pour Albus et pour Aberforth Dumbledore. Nier le contraire, c'est nier au final l'évidence. Pour notre part, cette relation avait le mérite d'être un peu plus développée dans les secrets de Dumbledore que dans Harry Potter, et c'était une bonne chose, on avait besoin évidemment de connaître. On ignore aujourd'hui véritablement si les deux frères, après les secrets de Dumbledore, ont continué à se voir ou non, mais il n'y a pas de raison qu'ils aient arrêté, rien dans Harry Potter nous laisse entendre le contraire, ce n'est donc pas la peine là aussi effectivement de crier à l'incohérence. Albus Dumbledore n'avait absolument pas à se justifier devant qui que ce soit, il se justifiait même devant personne de ce qu'il faisait et encore moins évidemment devant ses élèves. On sait de toute façon qu'Albus Dumbledore retournera au moins à une reprise, documentée en tout cas en 1981 à la tête de sanglier pour y rencontrer Sybil Trelawney, de quoi donc faire taire les rumeurs sur le fait que Albus et Aberforth Dumbledore ne se voyaient plus et ne s'adressaient plus la parole depuis les événements de Godric Hollow. Là-dessus pour le coup, on ne sait pas d'où est sortie cette information, rien ne vient l'attester de manière, on va dire, officielle dans toute la documentation que J.K. Rowling a pu, et Dieu sait qu'elle a pu écrire des choses sur les Dumbledore. Là en l'occurrence, il n'y a absolument rien. Donc comme d'habitude, il faut toujours faire très attention. Les films Harry Potter, même si pour la majorité sont de très bons films, ne contiennent pas évidemment toute la réalité et toute la vérité d'un livre. Donc il faut faire très attention quand on pense finalement que voir le film, c'est la même chose que lire le livre, ça n'a absolument rien à voir. Et surtout quand on parle d'une œuvre aussi complète, aussi complexe et aussi poussée qu'est celle évidemment de Harry Potter et plus largement toute l'œuvre de J.K. Rowling. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, on espère vraiment qu'elle vous aura plu. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez effectivement de cette relation entre Albus et Aberforth Dumbledore, ça nous intéresse évidemment de discuter avec vous de la manière dont vous percevez cette relation, dans la manière dont vous percevez évidemment les relations que les deux frères
frères peuvent entretenir entre eux. Ça c'est vraiment pour nous un point vraiment d'intérêt entre guillemets qu'on a découvert dans les secrets de Dumbledore. Ça nous intéresse donc vraiment d'avoir votre avis. Encore une fois, on vous remercie d'être chaque jour un petit peu plus nombreux à nous rejoindre. Là on va passer les 3500 abonnés cette semaine et pour nous ça c'est vraiment quelque chose qui est absolument extraordinaire et auquel on ne s'attendait pas, donc on n'aura jamais de cesse de vous remercier. Et donc on se retrouve dès samedi pour de nouvelles aventures au sujet des secrets de Dumbledore, en espérant évidemment ne pas trop vous décevoir et ne pas trop vous spoiler. En tout cas pour nous c'est toujours un plaisir évidemment de parler de ce film. On en est au 4e visionnage et c'est toujours un véritable bonheur et franchement ça remonte bien le moral de pouvoir se replonger comme ça dans le monde magique. Donc on se retrouve dès samedi pour faire le point évidemment sur d'autres parts de l'intrigue des secrets de Dumbledore et pour parler évidemment aussi un petit peu pourquoi pas de la suite et de ce qui va se passer dans le monde magique. D'ici là évidemment n'oubliez pas de nous laisser un petit like si vous avez aimé cette vidéo, ça nous encourage évidemment toujours à produire plus de contenu et n'hésitez pas à vous abonner évidemment si ce n'est pas encore déjà fait, à activer la petite cloche des notifications pour ne rater évidemment aucune vidéo de notre chaîne. On vous souhaite à tous donc une très bonne fin de semaine, de très bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'être en vacances et vous êtes en ce moment assez nombreux, mis à part la zone B, normalement tout le monde est en vacances. Donc on vous souhaite à tous de bonnes vacances. Pour ceux qui sont rentrés, bon courage pour le travail, on compatit, c'est la même chose pour nous. Et on se retrouve donc pour de nouvelles aventures dans très peu de temps. À très bientôt.